Bonjour à tous. Donc je suis ici pour vous présenter un bâtiment tertiaire à énergie positive qu'on va construire en Franche-Comté, et ainsi que le pôle énergie Franche-Comté, notre structure qui intégrera les locaux dont on va parler aujourd'hui. Alors, quelle solution technique pour arriver au résultat énergie positive avec des préoccupations environnementales et pédagogiques? Alors, premièrement, le pôle énergie Franche-Comté, qu'est-ce que c'est? C'est une structure publique qui a été initiée par la région Franche-Comté et qui a pour vocation d'accompagner tous les professionnels franc-comtois dans la performance énergétique et dans la qualité environnementale de tout ce qui tourne autour du bâtiment. Alors ça va du carreleur jusqu'aux chercheurs, et on essaye d'accompagner tous ces gens-là pour faire monter un peu en compétence tous les professionnels franc-comtois. Donc ça passe par plusieurs types d'actions. Ça passe par du conseil technique. C'est le rôle que j'ai au sein du pôle énergie. Donc on fait du conseil gratuit, de manière personnalisée et indépendant. C'est bien de concevoir que derrière nous, on n'a aucun intérêt commercial derrière, et que les gens qui vont venir nous voir, on va essayer forcément de leur trouver des solutions qui sont adaptées à leur projet. On n'a rien à vendre derrière, donc on va essayer de trouver des solutions qui sont vraiment adaptées. Donc on les accompagne dans leur pratique quotidienne. Alors ça passe par exemple par des outils de contrôle dont on a fait l'acquisition au pôle énergie et qu'on prête gratuitement aux professionnels qui ont envie d'initier une démarche d'autocontrôle par exemple. Donc on a acheté une caméra thermique, de quoi faire un test d'étanchéité à l'air. Et par exemple, un menuisier qui vient de poser des fenêtres, il peut venir emprunter le ventilateur pour faire un test d'étanchéité à l'air et venir voir si son travail est de qualité et pouvoir se corriger et s'améliorer. Donc on a la caméra thermique, on a le ventilateur, on a de quoi mesurer les débits d'air, les débits de ventilation, on a de quoi mesurer la qualité d'air, de mesurer le confort. Donc tout ça, on le prête gratuitement aux professionnels qui en ont envie, qui ont envie d'initier cette démarche. On organise des journées techniques d'information. Alors ça peut être des visites de chantier, par exemple, on en a fait une récemment vendredi dernier. Ça peut être des journées d'information technique très spécialisées sur la ventilation, sur l'étanchéité à l'air, sur les ponts thermiques, voilà, ce genre de choses qu'on peut organiser. On essaye de suivre et d'anticiper tout ce qui est évolution technique. Il faut qu'on se tienne à jour de toutes les innovations pour pouvoir renseigner au mieux les professionnels qui viennent nous voir. Tout ce qui est évolution réglementaire également. Donc on doit être informé, on doit être à jour sur ces plans-là. Et puis on essaye de constituer des réseaux d'échange qui pour nous est une des clés de la réussite. Le partage d'expériences, le réseau quoi en fait. Donc on est inscrit dans plusieurs réseaux. Et on incite beaucoup les professionnels qui viennent nous voir à rentrer dans une démarche de qualification, surtout les artisans, dans la mesure où il y a la mise en place de la mention reconnue Grenelle Environnement. Et on aimerait bien en Franche-Comté compter un nombre important de professionnels qualifiés. Pareil pour les maisons, on incite beaucoup à aller jusqu'à la certification, le BBC+, qui arrive, et puis les bâtiments HQE. Donc ça, c'est la partie conseil technique. Oh, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et puis donc on accompagne aussi le programme régional donc EFI-Logis, qui favorise la rénovation des bâtiments existants par l'intermédiaire d'appels à projets, de subventions évidemment, mais aussi par l'intermédiaire d'accompagnement technique, l'accompagnement technique du maître d'ouvrage et l'accompagnement technique des professionnels par le pôle énergie. Donc voilà par exemple la dernière visite qu'on a organisée vendredi. Donc c'était la Cité des Arts et de la Culture à Besançon, qui est un bâtiment assez exemplaire sur de nombreux points. Le deuxième gros volet du pôle énergie Franche-Comté, je passe un peu de temps sur le pôle énergie Franche-Comté parce que vous allez voir que ça a un lien après avec la maison qu'on va construire, quoi. Donc la formation, appui à l'ingénierie et à la création de formation, c'est bien de comprendre qu'on n'est pas un organisme de formation, on ne va pas venir faire concurrence aux organismes de formation. Nous, ce qu'on va faire, c'est de l'ingénierie. On va essayer de faire évoluer un petit peu les modules de formation qui existent, aussi bien dans la formation initiale que dans la formation continue d'ailleurs, pour avoir des petites touches de performance énergétique,
des petites touches de qualité environnementale ou de qualité d'air intérieur, par exemple. Donc on fait aussi de la sensibilisation et du conseil et de la formation auprès des formateurs. Ça ne sert à rien de faire évoluer les formations si derrière on n'a personne pour les distribuer correctement. Donc on a une action auprès des formateurs aussi. On conseille du public en orientation. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, surtout dans notre région qui est relativement industrielle et qui est un petit peu en mutation, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui sont en réorientation et qui s'orientent de plus en plus vers le bâtiment. Donc ils viennent nous consulter pour avoir un petit peu des idées, des débouchés, des marchés qui peuvent se dégager, quoi. Et puis on participe à l'élaboration du programme Praxibat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qui vise à mettre des plateformes de formation, des plateformes pratiques de formation dans les lycées, et qui servent évidemment à former les élèves du lycée, mais qui servent aussi pendant les vacances à former les professionnels qui pourront utiliser ces plateformes. Donc on en a 7 en préparation, sur les énergies renouvelables, sur les parois opaques, sur la ventilation, sur l'éclairage performant. On a 12 lycées du bâtiment en Franche-Comté, il y en a 7 qui seront équipés de ce type de plateforme, mutualisées entre les professionnels et les étudiants, quoi. Et puis le dernier volet de notre activité, c'est le volet, voilà, ça c'est la dernière formation qu'on a organisée, sur une formation pratique sur la perméabilité à l'air. Donc ce n'est pas de la formation théorique, les artisans qui sont venus, ils ont posé du produit, ils ont essayé, ils ont à l'intérieur d'une petite maison pédagogique qui servait à ça, quoi. Et donc le dernier volet de l'activité du pôle énergie Franche-Comté, c'est le centre de ressources. On tient, pareil, à la disposition gratuitement des professionnels qui le souhaitent, un centre de ressources qui est fourni de à peu près 1 millier d'ouvrages. Et puis on est abonné à 40 revues techniques hebdomadaires qu'on laisse à disposition, soit en consultation, soit en prêt. Les gens peuvent venir les emprunter et les garder 3 semaines, 1 mois, autant qu'ils veulent. C'est vraiment l'idée de mutualiser un maximum, quoi. On a aussi quelques outils pédagogiques de démonstration qui sont sur notre stand ici en partie. Un site internet qui est en pleine évolution, donc il y a beaucoup de choses dedans, vous trouverez beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément très bien organisé, mais ça va venir. Pareil, la veille réglementaire des actualités régionales. On essaye de tenir informé par l'intermédiaire du réseau de tout ce qui se fait en Franche-Comté, de tout ce qui se fait de bien en Franche-Comté. Et puis on essaye de valoriser tout ce qui se fait de bien, donc les acteurs franc-comtois, les formations qui vont bien, à travers une lettre trimestrielle et puis des listes d'entreprises qu'on diffuse sur notre site internet. Et puis un travail de communication qui est un peu transversal, qui est nécessaire quand on souhaite sensibiliser et informer un maximum de gens. Donc voilà notre centre de ressources. Donc vous voyez un petit peu les outils pédagogiques qu'on peut avoir. Ici vous voyez une petite maquette de maison. Ce n'est pas juste une petite maquette de maison pour faire joli. C'est une maquette de maison dans laquelle on va faire un vrai test d'étanchéité à l'air. Donc on a de la fumée qui va dedans, on met en surpression la maison et on voit la fumée qui sort de la maison. Ici on a une petite matériothèque pour montrer les isolants, le ventilateur qu'on met en prêt pour faire des tests d'étanchéité à l'air, les mesures de débit ici, de ventilation, la caméra thermique et puis encore certains autres appareils. Pardon. Et puis en fond, vous voyez aussi une partie de notre centre de ressources donc qui est à disposition de tout le monde. Alors, vous voyez sur la photo précédente qu'on commence à être un peu à l'étroit. Le lycée à Héricourt, donc en Franche-Comté, nous accueille gentiment depuis le début de notre activité en 2009. Par contre, c'était prévu depuis le début de la création du pôle énergie qu'on ait des locaux à nous qui soient construits. Alors, la région Franche-Comté, donc qui est le maître d'ouvrage dans cette histoire, a décidé de construire un bâtiment exemplaire et un bâtiment référence qui pourrait accueillir les bureaux du pôle énergie, d'une part, mais aussi qui serait un outil de plus pour la formation et la sensibilisation des professionnels. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps. Donc dans cette maison, il y aura effectivement nos bureaux, mais il y aura aussi une salle de formation qui sera à disposition gratuitement. Il y aura une salle de conférence qui sera à disposition gratuitement et une salle d'exposition où on va essayer de faire tourner un petit peu du matériel en démonstration
ou des innovations franc-comtoises pour les mettre un petit peu en valeur et puis communiquer un petit peu dessus. Donc ce bâtiment exemplaire, c'est la région qui est le maître d'ouvrage principal et elle a été aidée financièrement donc, par l'ADEME, par le Conseil général de Haute-Saône, puisque le bâtiment est placé là-bas, et puis par la ville d'Héricourt qui nous a cédé le terrain. Donc voilà le projet architectural, voilà les simulations 3D du projet. Donc l'architecte, c'est XO Architecture, un architecte alsacien, donc qui nous a fait ce projet assez séduisant donc de maison des énergies. On va voir un peu plus en détail les points techniques, mais bon, vous avez quelques visuels ici qui donnent l'idée. Il y aura à peu près 650 mètres carrés. Les fenêtres qui sont ici, là c'est le bureau. À l'étage ici, il y aura la salle de formation. De l'autre côté, la salle de conférence. Et puis ici en bas, la partie vitrée, c'est la grande salle d'exposition. Voilà. Alors sur le plan technique, il y a de nombreuses choses qui ont été étudiées, donc notamment sur le plan architectural, on a essayé de favoriser les apports solaires passifs, tout en se protégeant évidemment l'été pour pas que ça devienne un four insupportable. Donc c'est une maison qui est construite en ossature bois, donc sur le plan de l'inertie, qui avait assez peu d'inertie. Et donc pour améliorer ce point-là, il y a des gros murs en pisé qui ont été construits. Vous voyez, le mur qui est ici, là, ça c'est un mur en pisé qui va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Et il y en a un deuxième ici qui est seulement intérieur, qui va faire une grosse cloison, quoi, en fait. Et c'est grâce à ce mur qu'on va pouvoir stocker un maximum de chaleur et puis la retransmettre après, quoi. On a favorisé l'éclairage naturel, on a mis en place des protections solaires. Donc vous allez voir un petit peu le détail tout à l'heure. Et puis sur le plan des systèmes, donc on a mis un puits canadien un peu spécial puisqu'il est installé avec un échangeur géothermal. Donc c'est comme une pompe à chaleur géothermique. On a des réseaux enterrés dans le sol dans lequel circule un fluide. Et ce fluide remonte la chaleur captée dans le sol jusqu'à un échangeur qui va échanger avec l'air neuf qui va être introduit dans le bâtiment. Comme ça, on le réchauffe un petit peu avant qu'il rentre. On a en plus une ventilation double flux, une pompe à chaleur RO, des panneaux solaires thermiques et un poêle à granulés hydraulique. Tout ça est raccordé sur un même circuit. Et la ventilation double flux, la pompe à chaleur, les échangeurs qui vont être nécessaires pour faire marcher le solaire et le granulé, ainsi que le ballon d'eau chaude, tout est intégré dans une même machine. C'est une tour trifonction, je vous montrerai la coupe tout à l'heure. Un produit assez intéressant au niveau des récupérations de chaleur qu'il peut y avoir entre les différents systèmes. Bien sûr, on a travaillé l'étanchéité à l'air, l'isolation qui est relativement importante, et puis l'éclairage artificiel qui a aussi été étudié en fonction de l'éclairage naturel. Et puis, pour aller plus loin encore, donc tout ça, ça nous permet de prétendre au label BBC Finergie, évidemment. Et puis, pour aller encore plus loin, donc, on a voulu essayer d'aller jusqu'à l'énergie positive. Et dans cette optique-là, donc, on a installé à peu près 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit. Ça paraît pas énorme, mais vu que la maison consomme très très peu, ça suffit pour passer le cap de l'énergie positive. La maison que vous voyez ici, la consommation estimée, elle est à peu près à 19 500 kWh par an. Et avec les 200 mètres carrés là, on produit largement plus de 20 000 kWh par an. Et puis pour compléter, alors c'est pas encore acquis, mais il y a un mode mesure qui a été installé donc pour voir la possibilité de rajouter encore une éolienne devant le bâtiment. Plus peut-être à vertu pédagogique et de démonstration que vraiment de la production pure. Mais voilà, c'est à l'étude en ce moment. Donc, outre l'aspect énergétique, on a essayé d'être environnemental exemplaire aussi sur le plan environnemental. Et donc, on a essayé d'avoir la certification HQE, qui n'a pas été une mince affaire, puisque on a pas mal de produits assez innovants dans cette maison
qui ne disposent pas forcément de fiches départementales, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou de certification CSTB. Et du coup, il y a pas mal de choses qui ne sont pas faciles à faire passer, notamment dans l'audit HQE. Malgré tout, on arrive quand même à atteindre cette certification avec des cibles très performantes. Au niveau de la cible 1, c'est la relation avec l'environnement. La cible 4, c'est l'énergie. Et puis la cible 7, j'ai un trou. Pardon. On le verra après, on les voit en détail, hein. Voilà, donc la première cible, la relation avec son environnement immédiat, où on a obtenu le niveau très performant. Pardon. Donc c'est construit sur un ancien terrain vague que vous voyez juste ici en dessous. Pardon. Voilà, ici sur le terrain vague qui est ici juste derrière le lycée qu'on occupe actuellement. C'est proche de la gare SNCF, elle doit être à 500 mètres à pied. Il y a des extensions possibles puisque le terrain vague, ici on en prend une toute petite partie, hein, donc c'est possible. Il y a des aménagements au niveau des garages à vélos avec des bornes électriques pour la recharge des vélos électriques aussi qui a été prévu. C'est desservi par les bus puisqu'on est juste à côté du lycée, donc c'est évident que c'est desservi par les bus. On a une toiture végétalisée, on a une noue plantée pour la gestion des eaux pluviales, avec des roseraies, par exemple, une plantation de roseaux par exemple. L'aménagement d'une terrasse pédagogique à l'étage pour observer justement tout cet élément de nature qui peut rester, quoi. Donc il y a un belvédère et une terrasse pédagogique qui est installée pour l'observation. Et puis l'orientation des baies sur l'espace boisé, il n'y a quasiment aucune baie qui donne sur la rue, quoi, en fait. Donc voilà comment on essayait de s'insérer dans l'environnement qui était disponible. Au niveau de la deuxième cible qui concerne les choix de produits et de systèmes, donc là vous voyez qu'on a le niveau performant, je pense qu'on peut prétendre au niveau très performant, mais du fait de manque de certification et de la petite perte de performance qu'on peut avoir de ce manque de certification, on n'arrive pas à atteindre ce label. Donc malgré tout, vous voyez, je cite ici les FDES, donc on en a un maximum, mais il y en a qui nous manquent et qui ne nous permettent pas d'avoir le niveau très performant, quoi. Pas de fibres cancérigènes, tous les écolabels pour tout ce qui est revêtement intérieur, recours à des matériaux biosourcés ou issus de recyclage. Il y a de la ouate de cellulose, il y a de la fibre de bois, il y a du lin, il y a du chanvre. Alors, ce qu'il faut bien intégrer aussi, c'est que c'est un bâtiment pédagogique. Donc, il y a plein de choses là-dedans qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qu'on a voulu intégrer pour pouvoir le montrer, pour pouvoir le démontrer, et pour pouvoir, quand on fait des formations, se servir de la maison comme support pédagogique. Forte utilisation du bois, notamment dans les charpentes, dans les murs, dans le bardage et dans les planchers. La cible 3, chantier à faible impact. Donc là, il y a juste une charte chantier propre qui a été élaborée. La cible 4, la gestion de l'énergie, celle qui est obligatoire dans la certification HQE. Donc là, vous voyez le profil de mur ici. Donc la partie du milieu un peu plus large, c'est le remplissage à l'intérieur de l'ossature. Donc ici, on a déjà 20 cm de ouate de cellulose. Sur la partie intérieure, ici, on a encore 10 cm de fibre de bois. Et sur la partie extérieure, ici, on a 8 cm de fibre de bois compressée avec un pare-pluie et un bardage. Et pour faire l'étanchéité à l'air, ici, on a utilisé non pas de la membrane, mais des panneaux OSB qui vont être simplement scotchés entre eux pour faire la liaison entre les panneaux, sachant que le panneau est lui-même un produit étanche. Ici, au niveau des planchers, on voit aussi l'isolation, 10 bons centimètres. Et puis, le petit élément que vous voyez ici, c'est le caniveau de chauffage, puisque la distribution du chauffage ne sera assurée que par ça et par la ventilation. Donc des petits caniveaux aux endroits des fenêtres pour pallier un petit peu à l'effet de parois froides. Mais c'est très très léger, hein, c'est de la très très basse température. Et puis le reste est distribué par la ventilation double flux, quoi. Et puis ici, l'isolation en toiture, vous voyez qu'on a à peu près 45 cm d'isolant qui sera soit du lin, soit du chanvre. Voilà. Et puis, donc évidemment, le photovoltaïque.
Et puis ici, vous voyez donc la tour trifonction, c'est comme ça qu'elle s'appelle, où on allie production de chaude sanitaire ici, ventilation double flux ici, et puis la pompe à chaleur qui est dans cet élément-là, ici. Là. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des échanges entre chaque élément. Par exemple, la sortie de la double flux, en sortie de double flux, eh ben, on va récupérer ici l'air qui sort de la double flux pour le refaire passer après dans l'évaporateur de la pompe à chaleur. On a peut-être encore des calories qui sont disponibles, même après être passé par l'échangeur double flux. On a peut-être encore des calories qui sont disponibles et récupérables par l'intermédiaire de la pompe à chaleur. Ici, vous voyez un petit échangeur. Alors celle-là, ce n'est pas tout à fait la version qu'on a, parce que celle-là, c'est la version qui est réversible. La nôtre ne le sera pas. Mais on a également un échangeur sur notre version, ici, qui servira à raccorder les 4 mètres carrés de solaire thermique et le poêle à granulés. On utilise un seul échangeur pour les deux éléments. Donc ça veut dire que le poêle à granulés, il est alimenté en eau glycolée, comme le solaire, en fait. Et ça veut dire qu'on peut avoir qu'un fonctionnement alternatif, soit du solaire, soit du granulé. Et donc ceci apportera un appoint à la pompe à chaleur et à la ventilation double flux. Et ça, c'est notre unique système de chauffage. En tout, il doit être entre 6 et 10 kW pour 650 m² à chauffer. Et c'est le seul mode de chauffage qu'on a. Complété évidemment par les solaires thermiques et par le petit poêle à granulés qui, encore une fois, est plus là à titre de démonstration que vraiment nécessaire. La gestion de l'eau, on est en niveau performant, puisqu'on va essayer de récupérer un peu d'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes et l'arrosage des espaces verts. La filtration sur le terrain, notamment avec les toitures végétalisées, et puis la noue infiltrante. La gestion des déchets d'activité, donc là on passe vite puisqu'on n'a pas d'exigence particulière, hormis on n'a pas non plus trop de production de déchets. Voilà, donc on ne s'est pas forcément attardé sur cette cible-là. Voilà, la cible 7, c'est celle-ci où on était très performant, c'est sur tout ce qui est maintenance, pérennité. Donc on a des locaux techniques assez spacieux qui permettent l'entretien, le remplacement des filtres, de la ventilation, le remplacement des éléments techniques. On a des faux plafonds, des plénums, et même au niveau, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait des caniveaux de chauffage, donc il y a forcément des réseaux qui vont circuler dans le plancher. Ce plancher est un faux plancher, où on peut accéder et puis avoir des interventions dessus, quoi. On a une gestion technique de chauffage qui intègre la ventilation, évidemment, et puis du comptage et de l'instrumentation. Alors le comptage de l'énergie, évidemment, mais aussi de l'instrumentation à l'intérieur des murs pour voir tout ce qui est transfert d'humidité à l'intérieur des parois. Donc on va avoir des sondes de température, des sondes d'humidité qui vont être plantées dans les parois. Alors c'est pas évident, puisque pour garantir les performances énergétiques derrière, on nous pose quelques réticences, mais bon, on va le faire quand même. Le confort hygrométrique, on est en niveau performant. Donc là, on a déjà parlé de tout ce qui était protection solaire, notamment des brises-soleil fixes, des brises-soleil mobiles. Il y aura une pergola pour le niveau bureau, et puis une haie de lisière qui va être plantée juste devant les bureaux, qui sont l'endroit le plus sensible, quoi. Il y a une surventilation nocturne qui est prévue pour profiter un peu de la fraîcheur nocturne pour tout ce qui est confort d'été, quoi. Et puis toute la ventilation, sur certaines pièces, la ventilation est régulée en fonction de sondes d'humidité et de sondes de CO2 et de sondes de présence. Et puis tout ce qui est inertie, et puis il y a un zonage qui a été assez important au niveau du chauffage. Comme vous avez vu, que c'est des utilisations qui peuvent être complètement différentes. On a du bureau, on a de la formation, on a de la conférence, on a de l'expo. Ces 4 éléments-là doivent être régulés indépendamment si on veut utiliser correctement l'énergie, quoi.
Le confort acoustique, on en a pas, c'est comme les déchets, on n'en avait pas forcément besoin. Donc on est dans une zone assez rurale où il n'y a pas du tout de bruit. Donc on s'y est pas attardé non plus. Vous voyez, ça donne sur un espace vert. Donc on est plutôt tranquille de ce côté-là. Confort olfactif, c'est un peu pareil. On n'a pas des besoins énormes. On est dans une zone où on n'a pas, pas de gros besoins. Malgré tout, il y a comme la ventilation double flux avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, des sondes de CO2. Donc ça peut aider. Et puis l'étanchéité à l'air qui sera irréprochable nous aidera aussi si jamais il y a des mauvaises odeurs extérieures. Ça retient un minimum ces odeurs, quoi. La qualité des espaces, donc là on est en niveau performant, surtout par rapport à cet agencement et les activités qu'on va avoir à l'intérieur. Au niveau qualité d'air, on est en base, même si encore une fois on a des bouches sur le CO2. Par contre, ce qui peut nous pénaliser un petit peu, c'est qu'en Franche-Comté, on est dans une zone où on a un risque de radon qui est assez important. Et comme à la phase étude, comme on est sur un terrain nu, on ne peut pas faire de mesure de radon si ce n'est pas dans un espace confiné. Donc cette notion-là, on n'a pas pu l'intégrer du fait de cette absence de mesure. Par contre, ça sera intégré dans les travaux, quoi. Et puis la dernière cible, donc la qualité d'eau, où là on est en base, avec, on a quand même mis des bouclages, essayé de ne pas mettre de bras morts. Et puis, ça reste quand même une installation modeste où il n'y avait pas forcément besoin de gros moyens techniques, quoi. Alors, malgré tout, à Héricourt, on a une petite spécificité au niveau de l'eau. Et par exemple, c'était notre seule remarque au niveau de l'audit HQE. Ça a été de changer les tuyaux en cuivre qui ne convenaient pas avec la qualité d'eau qu'on avait à Héricourt, quoi. Donc, c'est la seule chose qu'on a été obligé de changer suite à l'audit HQE. Voilà. Et en plus de tout cet aspect énergétique et environnemental, je vous l'ai dit, c'est un projet pédagogique. Donc le chantier qui vient de démarrer le mois dernier sera largement ouvert à tous les professionnels. Il y aura des visites de chantier normalement tous les 15 jours. Il y aura des chantiers écoles qui seront organisés pour faire de la formation autour de la construction de ce bâtiment. C'est vrai que c'est une occasion rêvée de faire cette opération de sensibilisation. Il y a un showroom qui a été créé, mutualisé avec le lycée et le pôle énergie, qui va présenter une coupe de mur, une coupe de plancher, une coupe de toiture, le panneau photovoltaïque qui va être utilisé, le panneau solaire thermique, tous les éléments techniques qui vont être utilisés dans la maison. Ils vont être exposés dans ce showroom pendant l'année et demie de la construction, quoi, en fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va instrumenter, on va organiser des formations autour de ça. Il y a déjà des IUT qui sont intéressés pour faire des projets tutorés autour de la construction de cette maison. C'est une aubaine pour eux. Des infos techniques assez régulières. Là, prochainement, on vient de finir le terrassement. La prochaine étape, c'est on est sur un sol qui est un petit peu, on va pas dire marécageux, mais presque. Donc il y a eu un gros travail de terrassement qui a été fait. Et pour garantir un peu la solidité du bâtiment, ce bâtiment-là, il va être construit sur des colonnes ballastées. Donc en fait, on va faire des gros pieux. Et puis on va couler une sorte de mélange de cailloux et de béton. Et c'est ça qui va servir de support à la maison. Ce n'est pas le sol directement. C'est comme si c'était une maison sur pilotis, sauf que vous remplacez les pilotis par des pieux en béton et qui n'est pas surélevée par rapport au sol. En gros, c'est ça. Donc ça, par exemple, ça va faire l'objet d'une journée d'info technique, parce que c'est quelque chose d'assez innovant, quoi. Et on va faire aussi tout ce qui est reportage, interview. On a une page dédiée sur notre site internet, donc je vous invite tous à suivre la construction de cette maison, quoi. Il y aura pas mal d'infos qui seront disponibles. Donc voilà le chantier qui a démarré, je vous l'ai dit. Donc les travaux de terrassement, le bâtiment blanc que vous voyez derrière, c'est le lycée, hein. Donc vous voyez la mutualisation possible, notamment au niveau du centre de ressources, hein. Le CDI du lycée du bâtiment à Héricourt est assez peu fourni en livres sur la performance énergétique ou sur la qualité environnementale, sachant qu'ils peuvent compter sur le nôtre, quoi, en fait. Donc tout ça, on mutualise le showroom qui sera ici à peu près.
Donc voilà, après, on a remblayé, on a tassé. Ils ont fait des mesures de tassement. Alors c'est assez impressionnant, j'avais jamais eu l'occasion de voir ça. Ils mettent un gros vérin hydraulique et puis ils soulèvent le tractopelle avec. Puis ils voient s'il y a des différences, si ça s'enfonce ou pas. Donc le premier test a malheureusement pas été concluant, donc il va falloir refaire passer la dameuse et puis refaire les tests. Voilà, mais c'est ce genre de choses-là qu'on veut mettre en avant sur des choses qui ne sont pas forcément faciles, mais si on l'intègre bien, si on le fait bien dès le début, si on s'amuse à faire des choses de qualité et des choses soignées, eh ben on arrive à des bâtiments qui peuvent être vraiment, vraiment performants, quoi. Voilà, donc je vous invite tous à suivre la construction là, sur notre site internet. Je vous dis, il y a une page dédiée qui est pas très fournie pour l'instant, mais qui va se développer au fur et à mesure de la construction. Voilà, et puis donc vous pouvez venir nous voir sur le stand de D61 là-bas tout au bout. Et vous nous retrouverez aussi sur la carte du réseau Intercluster sur un autre stand. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous renseignera avec plaisir. Et puis si vous avez des questions, c'est avec plaisir aussi. Merci. Des questions? Non? Oui? Pardon. Oui, je voudrais savoir le coût du projet en fait. Je l'attendais. Alors, le coût du projet, je vais vous le dire, hein, c'est 2 800 000 €, tout compris. Par contre, nous, on communique assez peu là-dessus, vu que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pédagogique, et il y a plein de trucs dans la maison qui sont pas nécessaires à l'atteinte des objectifs. Le poêle à granulés, par exemple, n'est pas nécessaire. Et je vous parlais aussi, je vais revenir 2 diapos avant, voilà, de visites de chantier école. Il faut savoir par exemple que dans la consultation des entreprises, ces entreprises-là devaient réserver au moins une dizaine de jours de sensibilisation pour les formations, pour les visites de chantier. Donc forcément, ça, c'est des choses qui vont s'ajouter à la facture et qui vont finir par coûter une somme assez importante. Ouais. Mais voilà, ça se voulait avant tout exemplaire, avant d'être économiquement reproductible, quoi. Voilà. D'autres questions? Bon, bah, je vous remercie et puis bon salon.